La Cour constitutionnelle a tranché. La cérémonie d'investiture peut donc avoir lieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la prestation de serment d'Ali Bongo Ondimba, élu pour un second mandat à la tête du Gabon. Au programme de cette émission, retour sur le processus électoral. Nous sommes également en direct du palais présidentiel du bord de mer. Nous allons suivre en direct la cérémonie d'investiture du chef de l'État gabonais avant d'aborder dans une troisième partie les différents chantiers qui attendent ce dernier. Et nous sommes pour cela en compagnie de deux invités. Monsieur Rodrigue Amidou, bonjour, vous êtes président du mouvement Demain le Gabon. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Et nous sommes également en compagnie de notre éditorialiste Djemal Taleb. Djemal, bonjour et merci d'être avec nous. Merci Graciela et bonjour à tout le monde. Et nous tenons à signaler que le camp de M. Jean-Ping a bien évidemment été invité à participer à ce débat, mais n'a pas répondu favorablement, d'où leur absence sur ce plateau. 50,66% des suffrages, les 9 juges de la Cour constitutionnelle du Gabon se sont donc prononcés en faveur du président Ali Bongo Ondimba. Dans la foulée, ce dernier a appelé au dialogue. De son côté, Jean Ping rejette toujours la décision de la Cour et dénonce un déni de droit. Retour sur le processus électoral gabonais dans ce reportage de Serge Kofi. 31 août 2016, Ali Bongo Ondimba est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août au Gabon. Il recueille un score de 49,8%, selon les chiffres de la Commission électorale nationale et permanente, et devance son principal rival, Jean Ping, de 6 000 voix. Est élu Bongo Ondimba Ali, avec 177 722 voix, soit 49,80%. Quelques heures après l'annonce des résultats, la rue Gronde et Libreville, la capitale gabonaise, va connaître des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Le Parlement gabonais est incendié, des médias saccagés et plusieurs manifestants arrêtés. La pomme de discorde, les scores attribués au président sortant dans le Haut-Ogooué sont fiefs, où il aurait eu 99,8% de participation contre 60% sur l'ensemble du pays. Le Haut-Ogooué a eu un taux de participation de 99,93%. Autant dire 100%. Dans quel pays au monde? Même dans les dictatures de l'Europe de l'Est. Même dans les dictatures, la dictature de Corée du Nord. Même dans les pays où le vote est obligatoire. 100% de taux de participation. Où a-t-on vu ça? Quelle honte! Vont s'en suivre 2 semaines de joutes verbales par médias interposés entre les deux challengers de la présidentielle. Ali Bongo Ondimba s'affiche plutôt serein et déterminé. Le temps est venu pour nous rassembler, bâtir ensemble. Le temps est venu de penser nos plaies. Le temps est venu de laisser derrière nous toutes les invectives. Jean Ping, quant à lui, accuse son adversaire de lui avoir volé sa victoire. Il demande le recomptage des voix dans le Haut-Ogooué, hésite quelques jours et finit par saisir la Cour constitutionnelle. Certains Gabonais pensent que, d'une certaine manière, en nous liant à la prochaine décision de la Cour constitutionnelle, immanquablement, nous allons cautionner le coup d'État électoral en marche. À mes compatriotes, je dis que 2016 n'est pas 2019. Puis ce sera l'attente pour les Gabonais et la communauté internationale qui ont le regard tourné vers la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, Ali Bongo Ondimba appelle au dialogue. Nous avons indiqué qu'il fallait qu'on se parle. Et moi, j'étais décidé à ouvrir ce dialogue-là. Mais ça ne se fait pas seul. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2016, la Cour va trancher. Ali Bongo Ondimba est déclaré vainqueur avec 50,66% des suffrages. Il entame un second mandat avec un principal défi: réconcilier les enfants d'une nation que la présidentielle a relativement divisée. Monsieur Amidou, quel regard portez-vous sur le processus électoral qui vient de s'achever au Gabon? Écoutez, je porte un regard positif parce que au Gabon et notamment en Afrique en gros, cette élection s'est déroulée dans des conditions pour moi normales. Il y a eu une présence énorme des observateurs internationaux et qui quasiment tous ont trouvé que l'élection s'est passée dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, je ne parlerai pas trop, on va dire, du déroulement des élections. Je parlerai aujourd'hui plus de ce moment qui est exceptionnel pour le Gabon, parce que c'est un jour aujourd'hui d'espérance, de l'ouverture à l'autre,
du dialogue et de la concorde. Parce que le Gabon a connu, on va dire, ces derniers jours, suite aux événements post-électoraux, un temps des doutes. Et aujourd'hui, on rentre de nouveau dans l'espérance, dans le vivre ensemble, dans l'ouverture à l'autre. Et aujourd'hui, on doit célébrer, tous les Gabonais doivent célébrer ce moment qui est exceptionnel et qui est unique, l'investiture du président Ali Bongo Ondimba. Mais pour mieux comprendre justement les défis à venir, il est important, Djemal, tout de même de revenir sur ce processus électoral. Oui, je pense que c'est absolument utile et dommage d'ailleurs que sur ce plateau, les représentants de Jean Ping ne soient pas là. Nous rappelons d'ailleurs justement qu'ils ont déclaré ne pas vouloir participer à une émission au cours de laquelle seraient diffusées des images de l'investiture du président Ali Bongo Ondimba. Voilà, je trouve ça absolument regrettable, encore une fois. Je suis moins d'accord avec mon voisin. L'élection n'était pas facile. L'élection ne s'est pas passée dans les conditions souhaitées. Ça n'est pas une élection non plus, comme dit le camp, qui est truquée, volée, hold-up, comme on dit, c'est excessif. On a un pays divisé et le président Ali Bongo Ondimba, qui va aujourd'hui prêter serment pour un deuxième mandat, hérite d'un pays plus que jamais divisé. Il l'a été en 2009, mais il l'est plus que jamais. Son appel au dialogue est, de mon point de vue, une bonne chose qu'il faut saluer. Il faut saluer parce qu'il va gérer un pays dans des conditions qui sortent d'une élection difficile, où, de mon point de vue, le scrutin s'est passé dans des conditions pas si mauvaises que ça. Vous savez, on a l'habitude des chefs d'État africains qui se font plébisciter à 96. Et quand ils sont totalement paresseux, ils sont à 80. Là, on a une élection où il y a 6000 voix d'écart entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut compter et recompter 6000 voix d'écart, c'est tout à fait envisageable. Et je pense, moi, qu'au-delà de ça, il y a une évolution positive pour le continent africain. C'est-à-dire que le chef d'État, le dictateur de l'époque, qui était capable de venir faire un hold-up, même pas électoral, un hold-up tout court, et qui est capable de se faire plébisciter à 80% n'est plus possible. Et donc, le président Ali Bongo Ondimba a accepté le jeu, il a accepté un jeu difficile qui n'était pas gagné d'avance, et il a un écart. Alors après, je ne peux pas, moi, du haut de mon plateau d'Africa 24, dire s'il a raison ou il a tort. Je suis obligé de m'en remettre au droit. Parce qu'encore une fois, il faudrait que sur le continent africain, on accepte le droit. Le droit, il a commencé sans aucun doute par le droit administratif, c'est-à-dire l'autorité administrative chargée d'organisation des élections, donc la Cour, la Commission électorale, puis la Cour constitutionnelle a validé l'élection en elle-même. On me dira, la Cour constitutionnelle est favorable au président Bongo, probablement, ou très probablement. Enfin, trouvez-moi une Cour constitutionnelle au monde qui n'est pas favorable au pouvoir politique en place, ou en tout cas qui n'est pas choisi par le pouvoir politique en place. Et alors, c'est-à-dire que si demain la Cour constitutionnelle en France nous dit quelque chose de favorable, François Hollande, on va en douter. Si la Cour suprême américaine, dont le choix aussi dépend du pouvoir politique, dit quelque chose de favorable à Obama, ou hier, quand on avait dit sur Bush, elle l'a fait élire, je ne sais pas, c'était débat-là, il faut qu'on en sorte. Je pense encore une fois, comme l'a dit Obama, que nous avons besoin d'institutions fortes. Et quand elles ne sont pas fortes, essayons de les renforcer. Et de ce point de vue-là, je pense moi que c'est une bonne chose. On sort d'une élection, contrairement à ce que vous dites, qui est difficile. Elle est difficile pour tout le monde, mais figurez-vous, elle est plus difficile pour le président Ali Bongo Ondimba. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y avait pas, c'était un peu comme les jeunesses communistes du temps d'Omar Bongo, il n'y avait pas d'opposition, tout le monde était membre des jeunesses communistes en Union soviétique, tout le monde était membre ou quelque part apparenté au président Bongo, tous ses opposants aujourd'hui. Et l'impression qu'on a, nous, de loin, c'est que la vieille garde du père n'accepte pas tellement la légitimité du fils. Et on sort des choses absolument honteuses. On est en train d'épiloguer sur son passé. On est en train d'épiloguer sur l'idée de savoir si c'est son fils ou pas. Mais imaginez un instant le même débat en France, qu'on est en train de dire que quelqu'un est le fils légitime ou pas. C'est honteux. Et au-delà de ça, cette vieille garde s'est toute entourée autour de lui. Et donc l'élection pour lui n'était pas facile parce qu'en fait, il était un peu contre tout le monde. Alors on me dira, il a l'administration, il a été la police, ça c'est vrai, absolument. Mais sauf que quand vous faites une élection comme ça, vous avez tous contre vous, elle n'est de somme toute pas facile. Et qu'il est tenu comme il a tenu, je me dis finalement, il n'est pas si banal que ça. Cela dit, le devoir pour lui maintenant est grand. Il ne peut pas diriger ce pays seul. Son appel au dialogue doit, de mon point de vue, continuer. Il doit appeler le président Ping et il doit discuter avec le président Ping et il doit considérer que ce pays mérite une cogestion. Nous allons parler de cet appel au dialogue. Monsieur Hamidou, Djemal l'a dit, on a assisté à une campagne électorale particulièrement violente dans le choix des mots. Comment l'expliquer? Écoutez, je pense que dès le départ, il y a eu le jeu était biaisé parce qu'il y a des personnes qui avaient décidé d'être président du Gabon sans
tenir compte des règles du jeu. Et ça, biaiser tout. Ça veut dire qu'en fait, pour les Gabonais qui savent un peu comment tout s'est passé normalement, le camping, c'était déjà déclaré dès le départ, avant l'élection, avoir quasiment remporté la magistrature suprême. Et ça créait dans la tête des gens du doute. Et aujourd'hui, comme je disais tantôt à M. Djamel, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que revenir sur ces blessures, ce serait en fait pousser encore les Gabonais à la cassure, au crispage. Aujourd'hui, on doit plutôt penser à l'avenir. On doit penser aujourd'hui à l'esprit des concordes, l'esprit de l'ouverture à l'autre, le dialogue, comme l'a indiqué le président de la République durant son discours dès la validation des élections. Vous pensez aujourd'hui que le camp Jean-Ping va saisir cette main tendue du président Ali Bongo? Je souhaite, mais je sais que c'est pas un exercice facile, mais on souhaite et puis on va chercher à travailler avec eux parce que c'est nécessaire pour le pays, parce que le Gabon est un tout petit pays et le Gabon a besoin de tous ses enfants pour que cette mandature du président se passe dans les meilleures conditions. Djemal, il y a eu beaucoup de pression de la communauté internationale pour le comptage des voix. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Je trouve que c'est de l'ingérence inacceptable. Et de l'ingérence inacceptable, d'ailleurs, qu'on ne fait pas ailleurs. Et c'est toujours aux Africains qu'on fait subir la même chose. C'est comme si c'était une espèce d'adolescent à qui on montre le chemin, et quand le chemin n'est pas bien, on lui demande d'éviter telle ou telle piqûre d'insectes. Et ça, à proprement, c'est insupportable. Le Gabon est un pays qui est petit, sans aucun doute. Moi aussi, je viens d'un petit pays, la Mauritanie. Mais le Gabon a un rôle central dans la région. Et on ne peut pas le réduire seulement à sa démographie. Ce pays, donc, je le disais, est dirigé pendant très longtemps par un homme et qui bénéficiait pratiquement de l'unanimité sur lui. Et aujourd'hui, on veut faire du neuf avec du vieux. Et c'est toute la difficulté. Le vieux Ali Bongo n'est pas neuf. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il est fils de son père, il est ministre, mais il est plus jeune que tous les autres. Et donc, c'est difficile de dire. Et au président de l'Assemblée nationale, qui est là depuis combien de temps, M. Nzouba Nzouba est très, très longtemps on va dire, dans la gestion du pays. Ping, qui était ministre avant ma naissance. Casimiro Yemba, qui n'est pas non plus un tout jeune. Donc, en gros, en fait, on veut faire du jeu. Alors, certains me diraient, et je discute avec beaucoup de mes amis opposants gabonais, qui me disent, on veut faire une transition. Enfin, on peut la faire aussi avec Ali Bongo Ondimba, c'est pas le problème. Et je pense, moi, que le Gabon a besoin d'une transition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, lui. Après, ce que vous dites par rapport à l'ingérence, souvenez-vous du Burkina Faso, cette lettre absolument opportune qui est sortie dans des moments incroyables au moment du départ de Blaise Compaoré. On a exactement la même chose avec le communiqué du Parti socialiste. Et donc cette ingérence-là doit s'arrêter. Et il y a, de mon point de vue, encore une fois, ce rôle insupportable, particulièrement funeste, de certains milieux en France qui croient encore regarder le continent africain avec les yeux des années 80. Non, c'est fini. Si les Gabonais vont être heureux, ils vont être heureux par les Gabonais. Si Ali Bongo Ondimba devait partir, il partira par les Gabonais. Et je vais vous dire, Libreville, c'est combien? 200, 300 000 habitants? Bien sûr. Si vous mettez 100 000 personnes, il n'est plus là. Si ces 3 000 ne sont pas sortis, soit elles ont peur, soit elles n'ont pas tellement envie. Et donc la difficulté est aussi celle-là. Et donc si vous voulez parler de légitimité, parlez aussi de ça. Et donc, et le ministre français des Affaires étrangères qui aurait pu s'abstenir de quelques commentaires inutiles, qu'il fait d'ailleurs ici et qu'il ne fait pas dans d'autres régions du monde. Il a applaudi de façon incroyable sur le scrutin en Algérie. C'est dingue. C'est dingue combien les mêmes qu'on continue, d'ailleurs les mêmes qui nous aiment beaucoup, mais on continue à les mépriser. Le bonheur des Gabonais, moi je ne le fais pas. Le Premier ministre français, le président français ne le font pas non plus, c'est les Gabonais qui le font. Mais enfin, les Gabonais l'ont prouvé, parce que le scrutin est tout petit. Et j'en aurais fini avec un mot. Et là, je reviens encore une fois au sens du devoir des Gabonais. Ce qui est possible en Allemagne, ce qui est possible en Scandinavie, doit être possible au Gabon. Et le Gabon doit être un laboratoire sur le continent africain. Encore une fois, le laboratoire consiste à faire ce que les Allemands ont fait quand le scrutin était à 50-50. On y est, on est pratiquement à 50-50. On gère ensemble. Monsieur Amido. Écoutez, comme je disais tout à l'heure, tantôt, écoutez, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est déjà, comme je disais, c'est le vivre ensemble. Le président proposait dans sa première allocution le désir de dialoguer avec l'opposition. Donc il a invité les gens de l'opposition à venir dialoguer. Aujourd'hui, comme je disais, c'est un jour d'espérance pour le peuple gabonais, c'est un jour de l'ouverture à l'autre, c'est un jour
des concordes. Donc aujourd'hui, on doit plutôt se concentrer sur cette partie parce que alors, le Gabon... Nous avons entendu, bien sûr, vous le répétez pour la 3e fois, mais il est important tout de même de décrypter ce processus électoral. Oui, je pense qu'on a pris suffisamment du temps. Je pense qu'on a passé quasiment... En plus, en fait, du temps qu'on a pensé pour attendre les résultats, on a passé 15 jours supplémentaires pour attendre la validation de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit changer de sujet parce que ce sujet est très polémique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, indépendamment du fait que tout le monde initialement avait adhéré aux règles du jeu, de la démocratie, non, on ne va pas l'ignorer parce qu'on a pris le temps de discuter, on a discuté dans des longs et larges sur ce sujet, on a pris les différents spécialistes, la Cour constitutionnelle a tranché, on doit apprendre à faire confiance à nos institutions, lorsqu'on adhère à un processus, on doit le respecter. Aujourd'hui, pour moi, j'ai dit, ça doit être un jour des fêtes pour tous les Gabonais, un jour des rassemblements, un jour où les Gabonais doivent se projeter vers l'avenir. Alors, Djemal, l'opposition a réclamé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que le pouvoir n'aurait pas dû accepter cette requête pour finalement lever toute suspicion sur la transparence de ce processus finalement? Pourquoi pas? Je ne peux qu'applaudir et soutenir une initiative comme celle-là. Mais si elle ne se fait pas, et j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire à l'époque, on ne l'avait pas tellement exigé. Et ceux qui la demandent aujourd'hui ne l'avaient pas exigé à l'époque. Moi, je suis encore une fois pour 2 choses fondamentales. Le respect de la souveraineté des États. Et pardon de ne pas faire le bonheur des gens à leur place. Ça me paraît être des choses fondamentales. Quand j'ai vu M. Ping, que je ne connais pas et pour lequel je ne peux avoir forcément que du respect, il a été un brillant président de la Commission de l'Union africaine, et il a été un ministre absolument remarquable et respectable sous le président Bongo. Enfin, ses soutiens sont quand même assez douteux. Et donc vous comprenez bien qu'il n'a pas pu faire rêver beaucoup de Gabonais, même ceux-là, et j'en connais, qui n'aiment pas le président Bongo, et j'en connais beaucoup. Et donc, il faut que définitivement nous ayons des institutions. Et donc quand vous parlez de recomptage, et pardon, on peut le comprendre cet argument. Enfin, c'est pas à moi de le décider, c'est pas lui de le décider, c'est aux institutions du Gabon de le décider, c'est-à-dire la commission électorale. Vous savez, on aime bien faire des batailles dans nos pays, c'est les limitations de mandats, c'est le nombre de mandats, mais on oublie toujours l'essentiel. Je ne sais pas quelle est la composition de la commission électorale, je sais qu'il y a des membres de l'opposition, mais la question de sa collégialité, sa parité. Si vous avez une commission électorale collégiale, paritaire, dirigée probablement, comme c'est le cas au Niger, par un magistrat. Si on avait une cour constitutionnelle dont on exige que la parité, là encore, soit établie et que l'opposition ait un rôle là-dedans, ces débats-là n'auraient même pas lieu. Et donc, nous sommes toujours à nous attarder sur des choses inutiles et puis après à crier au scandale. Là, pour le coup, il nous est difficile de dire la puissance coloniale a soutenu les dictateurs locaux. Pour une fois, ce qu'on appelle dictateur n'est pas si dictateur que ça. Et puis, deuxièmement, c'est qu'il n'était même pas soutenu par la puissance, c'est parce que la puissance française, elle était plutôt de l'autre côté. Et donc, il est difficile de dire crier au scandale et de courir avec les autres. Et donc, ma difficulté, encore une fois, et je suis tout à fait favorable au recomptage des voix, enfin, pardon, respecter la Cour constitutionnelle de ce pays, respecter les institutions de ce pays, et cette femme, qui semble-t-il une femme de poigne qui préside cette honorable institution, si elle n'a pas jugé utile de le faire, c'est qu'on est obligé de lui faire confiance parce que d'abord c'est une institution importante du pays, elle a jugé qu'elle-même a regardé tous les procès-verbaux, et pardon, l'écart est tellement faible, mais qu'aurait-on dit si le président Bongo avait été élu à 80%? Avant de poursuivre le débat, je vous propose de retrouver notre envoyé spécial dans la capitale gabonaise, Thierry Ngongan. Thierry, bonjour, vous êtes en direct du palais présidentiel du bord de mer. On doit avoir la cérémonie de prestation de serment du président Ali Bongo Ondimba. Quelle est l'atmosphère qui règne sur place? Voilà, Gazela, il y a près de 600 personnes qui sont déjà présentes ici au palais du bord de mer de Libreville, parmi lesquelles bien sûr tous les corps constitués de l'État gabonais. Alors, on s'est rapproché de la communication présidentielle. On a appris qu'il y aurait des chefs d'État qui doivent faire leur entrée ici au palais de bord de mer. On parle du président du Tchad, du Niger, de Sao Tomé, du Mali, mais cela reste à confirmer. En ce qui concerne les pays qui sont représentés au haut niveau, il y a le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun qui devraient envoyer des personnalités de haut niveau. On note la présence dans la salle de 4 anciens candidats au scrutin présidentiel. Il y a Raymond Donsima qui est là, il y a Bruno Ben Moubamba qui est là, il y a
Gérard Elangema qui est là et Dieudonné Minlama Mintogo. Je rappellerai que M. Gérard Elangema avait aussi fait un recours au niveau de la Cour constitutionnelle, ainsi que M. Ping qui bien sûr conteste le résultat de cette élection et qui n'est pas présent. Précision, Thierry Ngongan, notre envoyé spécial dans la capitale gabonaise, que nous retrouverons bien évidemment tout au cours de cette émission. Diemal, on l'a entendu, plusieurs candidats malheureux à la présidentielle seront présents à cette cérémonie d'investiture. C'est un signe d'apaisement ? Oui, absolument. J'aurais aimé que l'un des trois principaux candidats qui n'ont pas été candidats jusqu'au bout, en tout cas, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guinzabandouma, et j'aurais aimé que Casimiro Mba soit là, et probablement même Jean Ping, parce que je pense encore une fois que le Gabon est beaucoup trop précieux pour ne pas avoir une démocratie apaisée. Mais enfin, on est encore au lendemain d'un scrutin difficile, d'une élection difficile. La question ne se joue pas maintenant, elle se joue dans les semaines et dans les mois à venir. Et donc, la capacité du président Ali Bongo Ondimba de se révéler un vrai homme d'État. L'État, c'est celui qui ne se venge pas, c'est celui qui ne garde pas de rancœur, et c'est celui qui est capable, pour l'avenir, pour l'intérêt de son pays, de comprendre qu'il est divisé, que l'écart de voix est faible, et qu'en fait, on a 50-50. Et donc, les autres 50% des Gabonais, il ne peut pas les ignorer parce qu'il est aussi leur chef. Et donc, il a l'obligation de faire un gouvernement large d'union nationale, ouvert à tout le monde, comme son père d'ailleurs savait le faire. Et je pense, moi, que sa capacité va être celle-là. Quant à l'organisation de la cérémonie elle-même, je remarque que des chefs d'État vont venir, contrairement à ce qu'on m'a dit. Je remarque que finalement, il n'est pas si isolé que ça. Et puis, ça ne s'est pas fait dans un sous-sol de leur présidence, mais plutôt palais présidentiel. Ce moment-là est important sans doute pour le président Ali Bongo Ondimba. Sa capacité après, le lendemain, le surlendemain, de se révéler un homme d'État et de gérer le pays comme il se doit, est de mon point de vue fondamental pour l'avenir du Gabon. Et donc, soit il se met en chef de clan, soit il devient un grand homme d'État et il est capable de mener son pays là où il faut. Son élection, encore une fois, la contestation ou pas, de mon point de vue, est aujourd'hui secondaire et totalement dépassée. On n'est pas face à un scrutin vulgaire comme on a l'habitude de le faire. On est à une élection qui s'est passée dans des conditions difficiles, certes, mais plutôt claires. Les institutions du pays ont parlé, on passe à autre chose. On est obligé de passer à autre chose. Écoutez, j'y reviens déjà. Comme je disais tout à l'heure, je félicite déjà les opposants qui assistent aujourd'hui à l'investiture du président Ali Bongo Ondimba. C'est déjà un acte pour vous prouver que la démocratie gabonaise est vivante, elle vit. Ces personnes ont compris, ces personnes ont adhéré à un système, à un processus démocratique, et ces personnes le respectent. Il y a eu un gagnant qui a été déclaré par la Cour constitutionnelle du Gabon. Donc, eux, ils acceptent la démocratie, ils la respectent. Ça, c'est très important parce qu'il faut que toutes les personnes comprennent qu'il y a une partie de l'opposition gabonaise qui respecte les règles du jeu. Ce qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est chercher à séparer, à diviser les Gabonais, à mettre le doute dans la tête des Gabonais. Le peuple gabonais est un seul peuple. Il n'y a que des Gabonais et des Gabonaises qui doivent s'unir autour d'un seul chef de l'État. Ils ont un seul chef de l'État aujourd'hui élu, c'est le président Ali Bongo Ondimba. Je disais tout à l'heure aussi que c'est aujourd'hui aussi une fête de la démocratie pour le Gabon. C'est une fête du dialogue, c'est une fête de la concorde. Il disait tout à l'heure que le président Ali Bongo doit rassembler, mais le président Ali Bongo Ondimba a toujours rassemblé. Sa première mandature en 2009, on disait que c'était le fils de Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, la victoire du président Ali Bongo Ondimba, c'est la victoire de son travail, c'est la victoire des réalisations, c'est la victoire d'un projet. On en parlera tout à l'heure parce que c'est ça la partie la plus importante. Parce que lui s'est attaqué au monde du Gabon sur la partie économique, la partie sociale et surtout sur la partie sécuritaire. Aujourd'hui, le monde est globalisé. On vit dans des situations qui sont extrêmes dans certains endroits. Le Gabon essaie de jouer un rôle important en Afrique centrale surtout, parce que le Gabon est l'un des modèles des pays qui est un exemple, on va dire, sur le plan sécuritaire et sur le plan de la stabilité économique et politique. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est la fête pour le Gabon, c'est la fête pour tous les Gabonais, et les Gabonais qui
ont une sensibilité démocratique, une sensibilité d'ouverture, doivent comprendre ça et comprendre surtout le message du dialogue que propose le chef de l'État. Djemal, je vois que vous avez envie de réagir. Oui, non. J'écoutais un discours du président Obama à Accra, au Ghana, il y a quelques années, qui expliquait que le continent africain n'a pas besoin d'hommes providentiels, mais plutôt d'institutions stables. Et je pense qu'il a raison. Et pour le coup, on a besoin de vraies institutions stables sur lesquelles nous comptons et que nous acceptons. C'est toujours très compliqué de dire nous voulons des institutions, mais quand elles donnent un résultat qui ne nous est pas favorable, on n'en veut plus. Et je pense que ce problème dépasse le Gabon. Et qu'au-delà du Gabon, dans tous nos États, nous avons besoin de constituer, de mettre en place des forces, des institutions fortes au sein desquelles s'exprime la démocratie et s'exprime l'attachement à la démocratie. Je le disais tantôt, nous aimons bien copier tout ce qui vient d'Europe et d'Amérique du Nord. Nous aimons moins copier ce qui est de bien. Nous copions toujours des choses qui nous sont totalement inadaptées. Et donc, si on pouvait copier la force du droit dans ces pays, qui est une réalité, et que nous la transposions chez nous définitivement, et que nous acceptions que quand des règles de démocratie ne nous sont pas favorables, elles sont néanmoins des règles de démocratie pérennes. Et donc, c'est toute la difficulté. Et puis, au-delà de ça, un peu polémique, mais enfin, je ne peux pas faire autrement. Tous ceux-là aujourd'hui qui sont opposés à Ali Bongo Ondimba, qu'ils considèrent comme étant un dictateur, j'ai entendu hold-up électoral, étaient tous très proches du père. Je n'ai pas l'impression qu'Ali Bongo Ondimba soit plus dictatorial que son père, j'ai même l'impression qu'il l'est un peu moins. Et donc, l'ouverture politique qu'il y a, l'ouverture démocratique qu'il y a sur Ali Bongo n'a absolument rien à voir avec ce qu'il y avait. Et donc, ce n'est pas parce que le scrutin ne nous est pas favorable. Est-ce que vous imaginez un seul instant Omar Bongo Ondimba élu avec 50,50 qui gagne d'un cheveu une élection? Ceux qui connaissent... Non, mais en fait, j'ai rié parce qu'il a sorti un mot qui ne correspond pas à l'ère du temps. Je prends le mot dictateur, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'au Gabon, lorsqu'on a organisé cette élection, toutes les parties ont adhéré aux règles du jeu. Tout le monde était représenté. Dans tous les bureaux de vote, il y avait les personnes, l'opposition, les personnes du camp du président de la République. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, je ne voulais pas revenir sur cette partie parce qu'elle est très polémiste. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas utile aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde vers l'avenir. Le Gabon a besoin d'espérance, d'espoir. Les Gabonais ont besoin de retrouver leur niveau de vie. Les Gabonais ont besoin de retrouver leur vie normale, de repartir au travail parce que c'est très important. Aujourd'hui, nos institutions ont besoin de refonctionner. Aujourd'hui, pour moi, j'ai réinsisté sur ce point, c'est un jour de dialogue, de concorde. C'est très important. Comment analysez-vous les nombreuses défections subies par le camp Ali Bongo Ondimba récemment, que ce soit au sein du parti au pouvoir, mais également, on pense au ministre de la Justice, mais aussi au deuxième vice-premier ministre, M. Amidou? Mais je vous dirais juste une chose, ça prouve que la démocratie fonctionne au Gabon. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord sur des orientations politiques. C'est sûr qu'ils n'étaient pas d'accord. Je ne rentrerai pas sur... Je ne ferai pas des analyses personnelles par rapport à ces personnes. Je voulais juste dire, ça prouve que la démocratie fonctionne au Gabon et que le Gabon est dans le processus démocratique. Une démocratie, sa vie, les gens peuvent être d'accord aujourd'hui, ne pas être d'accord demain. Djemal. Oui, non, la défection, c'est quand même une expression assez significative de mon point de vue. Imaginez, parce qu'encore une fois, on est toujours obligé de faire, en tout cas moi, l'analogie par rapport au père. Le père a l'habitude de récupérer ses opposants, pas de les voir partir de chez lui. Ça suppose, en tout cas, la lecture qu'on peut en faire, c'est que finalement, Ali Bongo Ondimba n'est pas si violent que ça, n'est pas si dur que ça. Deuxièmement, ça prouve que les pratiques du père n'ont plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui et que finalement la rupture dont on parle tant n'est pas là où on croit. Et vous imaginez un seul instant sur Omar Bongo, le président de l'Assemblée nationale qui démissionne, qui va se présenter contre lui. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, en fait, j'y reviens sur l'essentiel. Voilà. Pour moi, l'essentiel, c'est quoi? C'est que le Gabon, tous les opposants gabonais vivent au Gabon.
La majorité, 90% des opposants gabonais vivent au Gabon. Aujourd'hui, ça prouve que le Gabon est dans la voie à la démocratie et le Gabon expérimente sa démocratie. Le Gabon vit sa démocratie. Aujourd'hui, j'ai refusé. En fait, je ne suis pas trop d'accord avec Jamel lorsqu'il parle de la dictature. Le Gabon n'est pas un pays dictatorial. Je n'ai pas dit que le Gabon est dictature. Non, au Gabon, en fait, le régime, depuis 1990, le Gabon a initié un système démocratique, un système multipartite. Aujourd'hui, on essaie de le rendre meilleur. Une démocratie, sa vie. Le multipartisme est suffisant finalement pour parler de démocratie? Ça fait partie un des éléments, un des piliers essentiels pour une démocratie. Ça prouve en fait on accepte les opinions différentes des nôtres. Aujourd'hui, la démocratie gabonaise vit, elle est en train de vivre. Aujourd'hui, c'est bien même qu'il y ait des défections. Pourquoi? Ça prouve qu'en fait, les gens ne sont pas forcément d'accord tout le temps avec le chef de l'État. Ça prouve qu'il y a d'autres personnes après qui viennent soutenir le chef de l'État. C'est ça une démocratie, que soit ici en Europe, que soit aux États-Unis, on n'est pas toujours d'accord. On a vu dans plusieurs gouvernements des gauches ou des droites, les gens démissionner parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Le gouvernement Hollande, ça ne prouve pas que la politique d'Hollande par rapport à certaines choses n'est pas bonne. Donc aujourd'hui, moi j'ai dit, il faut laisser, comme je disais tout à l'heure, là je suis d'accord avec lui, laisser le Gabon vivre sa démocratie, laisser les Africains apprendre à créer leur propre démocratie. Une démocratie n'est pas un modèle importé. Une démocratie, c'est d'abord les personnes qui vivent dans cet endroit qui la créent par rapport à leurs mœurs, par rapport à leur savoir-vivre ensemble. Non, je n'ai pas dit que le Gabon était une dictature et de toute façon, pour moi, le mot dictature est tellement difficile qu'il n'y a pas un régime ou rarement un régime qui ne respire pas. Et un régime qui respire n'est généralement pas une démocratie. Une démocratie, c'est un régime complètement oppresseur où on ne respire pas. Je n'ai jamais pensé que le Gabon était une dictature. D'ailleurs, même sous Omar Bongo, je ne pensais pas que c'était une dictature. C'est pas ça une dictature. Ça n'était pas un grand régime. Non, merci. C'est très bien. C'est parce que c'est très bien. C'est très important de préciser ça. Ça n'était pas un grand régime démocratique. Je le maintiens. Et je pense que s'il y a aujourd'hui beaucoup plus de liberté, il y a encore du chemin à faire. Mais ça, je le crois absolument. Partant qu'une fois, vous dites tout à l'heure de la démocratie, est-ce que le multipartisme suffisait? Moi, je pense que la démocratie est un processus, que c'est une conquête permanente. Vous avez raison, le multipartisme est l'élément central, mais la chose que nous avons aujourd'hui à régler sur le continent africain et au-delà du Gabon, c'est le mode de transmission du pouvoir. C'est des élections réellement démocratiques et transparentes et, acceptées par tout le monde, c'est-à-dire acceptées par le pouvoir, mais aussi acceptées par l'opposition quand celle-ci ne gagne pas. Et donc, c'est de mon point de vue l'enjeu important. Au-delà du cas précis du Gabon, et je pense qu'il faut revenir dessus, il y a un problème, et je pense moi que c'est l'une des faiblesses de l'opposition, c'est cette espèce de procès en légitimité, qui de mon point de vue est absolument honteux, et donc il a, sur des gens en tout cas comme moi, totalement délégitimé la parole de l'opposition. L'idée de passer son temps à regarder le bulletin de naissance du président, et alors s'il est adopté, ça fait de lui moins un enfant qu'un autre? Et alors s'il est adopté, on me dira, ah non, s'il est adopté, il est juridiquement pas capable de constituer. Mais enfin, faudrait-il déjà le prouver? Et puis pardon, si on met le débat au niveau plus bas que la ceinture, à ce moment-là, c'est qu'on est en manque d'arguments, c'est qu'on est en manque d'idées. Et c'est ça qui est très grave de mon point de vue. Ça me rappelle exactement le même débat qu'on a eu sur la Côte d'Ivoire, sur la nationalité ou pas d'Alassane Ouattara. Et j'ai trouvé détestable de la part à l'époque de Bédier, de Robert Gay, de tenir ce discours-là honteux, c'est la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est exactement le même débat. Tant que nous ne serons pas sortis de cela, et puis un peu de l'ethnicisation qu'on voudrait bien donner, c'est-à-dire qu'on renvoie les peuples africains à une espèce d'enfants incapables de comprendre, de réfléchir au-delà de leur identité sectaire. Or, ça n'est pas vrai. Les Africains, en Côte d'Ivoire, au Gabon, mais aussi au Congo, au Cameroun et au-delà, on prouve qu'on est capable de réfléchir au-delà. Et de plus en plus, vous savez, plus il y a une classe moyenne importante, plus on sortira de cette pensée nauséabonde. Et la classe moyenne importante, on a aujourd'hui 1 milliard, on a 400 millions de classes moyennes. C'est-à-dire que c'est un processus inéluctable qui est en marche. Il faudrait... Mais je comprends très bien que le problème de beaucoup d'Africains, c'est un peu une espèce de regard du passé. Beaucoup d'Africains regardent encore le continent africain avec les yeux, les lunettes des années 80, parfois même des années 70. Et c'est eux qui sont en retard. Écoutez, et c'est eux qui ont besoin de sortir de ce retard. Non, je vais revenir sur une chose qui est très importante. Et là, il a abondé dans ce sens, et je suis très content. Une démocratie, ça vit. Une démocratie doit vivre. Et vivre, c'est quoi? Ça veut dire que les désirs, la société, elle change sur le plan sociétal, sur le plan économique. Ça prouve que les aspirations des gens évoluent. Donc, par conséquent, une démocratie n'est pas statique, elle est dynamique.
Donc chaque fois, les revendications vont changer, que ce soit ici en France, que ce soit au Gabon. Donc la démocratie gabonaise, elle est jeune, mais elle est dynamique. Le fait que près de la moitié de la population ait voté pour un parti ou bien un opposant prouve que la démocratie gabonaise, elle est vivante, et je pense qu'on doit féliciter le peuple gabonais, on doit féliciter le vainqueur, et surtout, on doit responsabiliser les personnes en face pour qu'ils apprennent à respecter le processus électoral. Merci, Monsieur Midou. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre édition spéciale. À tout de suite.